Bonsoir. On va laisser les dernières personnes s'installer. Alors, juste quelques mots avant de laisser la parole à Valérie Joussaume et à Nicolas Bonneau. Des mots de remerciement pour ma part, justement pour dire à Nicolas et à Valérie Joussaume combien on est heureux d'avoir cette soirée, que vous soyez avec nous. Pour la petite histoire, Nicolas m'a parlé de vous il y a 2 ans et il avait rêvé à l'époque de vous faire venir. Et donc, quand l'agence culturelle, que je remercie également, nous a proposé de vous inviter, ça paraissait être une évidence. Et d'autant plus puisque votre ouvrage « Plouc Pride, un nouveau récit pour les campagnes », pour nous, fait vraiment écho avec tout ce qui se passe sur notre territoire. Je remercie également la librairie La Limousine qui s'est associée et qui vous avait vu à préparer une table thématique. Donc, si vous voulez aussi élargir un peu les horizons après la soirée, creuser les sujets dont on va parler, vous pouvez vous rapprocher d'eux. Et remercier aussi, vraiment, je ne vais pas citer tout le monde, mais ça me fait très plaisir de voir autant les services de la préfecture, la région, le département, la Comcom, des maires avec lesquels on travaille et avec lesquels on travaille régulièrement, être là, le public qui vient au spectacle aussi d'habitude, des associations qu'on connaît bien, enfin voilà, toute une diversité de personnes qui font la richesse de ce territoire et qui font que ça a du sens ce soir justement de pouvoir parler de ce sujet. Donc merci à vous pour votre confiance d'être là ce soir. Et je passe donc la parole à Thierry Zabot, qui est le directeur de l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine, avec qui on a organisé cette soirée. Merci Christine. Donc voilà, Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine, c'est un organisme régional. Voilà, je vous donne quelques infos pour votre information. Il y a 3 agences culturelles régionales soutenues par la collectivité, l'OARA, ALCA et puis la nôtre, Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine. Nous avons la particularité d'être voilà, une structure d'accompagnement et de ressources pour les acteurs artistiques et culturels, les artistes, les lieux, les collectivités, les étudiants qui se professionnalisent, qui veulent entrer dans ce champ culturel. Et voilà, c'est la 2e fois qu'on se retrouve ici à Aubusson. C'est vraiment un grand plaisir de voir aussi voilà, une salle vraiment bien fournie, bien garnie, pour ce sujet qui est un des fils rouges de l'activité de l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine et qui sera traité ce soir voilà, d'une façon un peu originale. Et voilà, c'est un grand plaisir en tout cas. Merci Nicolas, merci Valérie. Et voilà, on vous souhaite une excellente soirée. Et ils ont eu carte blanche pour info. Donc voilà, on se laisse guider et on se laisse embarquer. Bonne soirée. Bonsoir, bienvenue, c'est super de voir aussi nombreux. Donc je m'appelle Nicolas Bonneau. Valérie Joussaume. Et donc alors sur le petit fly il est écrit conférence rencontre, sous-titre et vous le voyez comment votre territoire. Donc je suppose que vous êtes venu attiré de manière alléchante par ces titres-là. Donc on va parler d'un nouveau récit pour les campagnes, c'est le sous-titre de ton livre. Donc j'ai vu qu'en poche ça allait être mis en avant d'ailleurs. Oui, j'expliquerai peut-être ça plus tard, pourquoi ils ont inversé le titre et le sous-titre. Donc c'est le récit d'une campagne désirable, ou encore c'est parler peut-être de la dualité entre ville et campagne, de pourquoi, comment on choisit de vivre la campagne ou d'y revenir, ou d'y être né, d'y être resté. Et tout ça, donc ça va être sous le regard croisé de donc Valérie qui est universitaire et puis moi qui suis artiste. Donc Valérie, qui sommes-nous? Valérie, elle est enseignante, chercheuse, géographe des campagnes à l'université de Nantes et donc autrice de plusieurs livres. Et notre téléphone à nous est éteint. Je le signale d'ailleurs. Moi, je suis co-directeur artistique de la compagnie La Volie, je suis conteur, je suis auteur et on est pour 3 ans compagnie associée à la scène nationale d'Aubusson. J'avais réalisé on est venu jouer déjà, bien sûr, et puis j'ai réalisé un portrait ordinaire qui justement est dans cette thématique de qu'est-ce que c'est qu'être ici. 3 portraits ordinaires qui s'appellent Gens d'ici, dont le 2e aura lieu le 19 ou le 20 ? Le 24, voilà. Le 19, c'est quand j'arrive. Le 24 juin, à la ressourcerie de Felletin. Et voilà, donc on s'est vu cet après-midi. On a eu plusieurs visios, coups de fil. Et bon, là, je parle, mais vous inquiétez pas, je vais les laisser parler. Et puis, on s'est rencontrés vraiment de visu cet après-midi. On a passé 2 heures ensemble pour construire cette rencontre. Donc, on va mettre en commun nos matériaux respectifs.
les endroits dont on parle. Valérie n'est pas forcément au courant de ce que je vais lui demander. J'ai préparé des questions, j'ai préparé des petits jeux aussi. Donc voilà, elle se prête au jeu. Est-ce que je peux dire ma version en fait Ah, c'est pas tout à fait ça. Non, si, c'est ça. Je préviens quand même le public. Habituellement, je fais une conférence d'1 heure avec mon vidéoprojection et tout est bien calé. Exactement. Et puis, on avait prévu, donc je dis, bah oui, bien sûr, Nicolas, il sera avant, après. Et donc, moi, je suis venue comme ça. Et cet après-midi, Nicolas m'a expliqué, il y a 5 minutes, là tu fais ci, tu fais ça, je te pose des questions, c'est une surprise. Il n'y a pas de vidéoprojection, donc tu te laisses aller dans ce... mais on va quand même... Voilà, on va essayer... Je suis fébrile. On va essayer d'aller quand même dans le fond des choses. Oui. Avec un petit peu une forme différente de celle que tu emploies habituellement. Je me laisse porter. On se tutoie parce qu'on s'est tutoyé, donc on va se tutoyer. On va pas faire semblant là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que... Oui, alors il y aura des prises de parole individuelles, il y aura des choses qui seront plus de l'ordre de la conversation. Je serai plutôt l'intervieweur et toi l'interviewé. Il y aura des échanges avec vous, public. Vous aurez sans doute des questions à poser, donc on laissera un temps pour cet espace-là. On va se définir un temps aussi de début et de fin. Donc on s'est dit que ça durerait 1h30 avec d'éventuelles prolongations, selon si vous êtes intéressant ou pas dans vos questions et remarques. On n'en doute pas, mais bon, si vous êtes fatigué, après il y a le pot et le buffet. On pourra de toute façon continuer la rencontre. Alors, moi, le point commun que j'ai vu entre nous deux, notamment, c'était, outre qu'on a été dans la même université à pratiquement quelques années d'écart. Bon, moi, j'ai pas fait carrière dans le... Voilà. J'ai pas réussi à avoir ma licence, je me suis arrêté juste avant. Mais c'est le récit, puisque tout n'est que récit. Et toi tu travailles sur le récit aussi. Oui, j'y suis venue. Je travaille, moi, sur les bourgs et les petites villes. Et les espaces ruraux et périurbains, enfin tout ce qui n'est pas urbain. Et je suis venue à l'idée que c'était important le récit. Et le récit, souvent il est fabriqué par les vainqueurs. Tout à fait. Le récit est toujours fait par les dominants. Donc c'est ça qui m'a interrogée. C'est que je me suis rendu compte que en fait, les ruraux ne parlent pas, ils sont parlés. L'histoire des campagnes, les questions sur les campagnes sont le fait de gens qui n'habitent pas la campagne. Et donc, moi, j'avais envie, je me suis rendu compte de ça, et j'ai eu envie, petit à petit, de donner voix aux ruraux. Et il y a une phrase vous connaissez Aimé Césaire, qui est un poète antillais, qui, au sujet, lui, de la négritude, a écrit un petit ouvrage qui s'appelle « Retour au pays natal ». Et un jour, je l'ai lu, et j'ai lu une phrase très belle où il dit « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche ». Et ça m'a beaucoup touchée, et je me suis dit, moi, je vais raconter la ruralité depuis la ruralité. Enfin, moi, je suis une rurale. On en reparlera. Non, mais en plus, moi, je sais que dans mon travail de conteur, j'ai aussi, dès le début, envie de collecter des gens et donc de donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas forcément, donc de travailler sur cette mémoire-là. Donc, je pense qu'il y a ces points communs-là. Oui. Alors moi, souvent, j'y ajoute de l'imaginaire. J'ai pas la nécessité d'avoir la rigueur de l'historien. C'est ça peut-être la différence. Mais en tout cas, voilà. Tous les deux, on cherche à donner du sens à travers le récit. Et avant de te laisser la parole, moi aussi, je vais dire mon rapport à la campagne. On n'est pas si loin d'ailleurs non plus. Moi, je suis des Deux-Sèvres, du sud des Deux-Sèvres. Donc, c'est le sud de Deux-Sèvres protestant. Je suis parti à la ville, ravi de partir. J'avais vraiment pas envie de rester, mais je suis parti à Poitiers, puis Nantes, puis Paris, puis Montréal, puis Rennes, pour finalement revenir dans les Deux-Sèvres. Puis après, la vie fait que je suis parti vivre en Bretagne, mais toujours à la campagne aussi. Parce que la nature me manquait, parce que j'avais besoin de faire communauté, c'est-à-dire de connaître les gens avec qui je vivais et que la place de chacun ait un sens, je crois. Et de vivre avec des gens différents avec qui j'allais cohabiter, quoi. Je te le demanderai après, mais 3 images pour moi sur la campagne. Je me rappelle d'une fois, on était en train de marcher de chez mon grand-père pour aller chez mon oncle. J'étais avec ma tante et mon sandwich au chocolat et au beurre doux à l'époque est tombé. Et il y avait de la terre dedans, j'ai failli le jeter. Et ma tante m'a dit, tu peux le manger, c'est à nous. Donc elle a remis avec la terre dedans et j'ai mangé et j'ai découvert le goût de la terre à ce moment-là.
Je me rappelle aussi d'une fois où donc ma famille est agriculteur et donc l'autoroute est passée, la 10, et a coupé tous les champs en deux. Je me rappelle très bien d'avoir vu mon grand-père dans l'écurie aux chèvres en train de pleurer et il m'a dit c'est le progrès, c'est comme ça. Voilà. Et puis je me souviens aussi, je sais que tu en as parlé, je t'ai entendu dans un podcast parler des cimetières, que une des choses qui me manque parfois, c'est les cimetières dans les jardins. On avait les tombes comme ça quand on ouvrait les fenêtres. Et mon grand-père disait aussi que bah, voilà, c'est mieux de les avoir à côté de nous. C'était les cimetières protestants. Voilà, tu vois, qui étaient dans les jardins. Et comme ça, tu peux penser aux morts et leur dire bonjour. Je sais que tu as pensé aussi à remettre les cimetières au cœur des villages, par exemple. Et donc toi, peut-être nous dire où est-ce que tu as grandi? Alors moi je suis assez proche de Nantes, du vignoble nantais, là où on fait du muscadet, et là où aussi il y a les maraîchers nantais. Donc du côté de mon papa, j'ai toujours fait de la sociologie rurale sans le savoir, puisque du côté de mon père, j'habitais là, c'était les maraîchers nantais. Donc une vie assez aisée en fait, hein, assez riante, avec beaucoup de saisonniers, donc beaucoup d'actifs. Et puis du côté de ma maman, ça allait plus vers chez toi, les Mauges, vous voyez la Vendée chaultaise, donc très industrieux, donc c'était complètement un autre univers. Et puis en plus, comme j'étais qu'à 25 km de Nantes, j'ai vécu mon enfance avec la périurbanisation. Donc j'ai toujours perçu les nouveaux en fait qui venaient, qui habitaient. Donc en fait, j'ai toujours fait cette sociologie avec différents mondes ruraux qui vivaient sur le même territoire. Alors mes souvenirs à moi, c'est le côté très riant du maraîchage, la douceur de cette terre limoneuse aux pieds. C'est un souvenir, l'odeur du muguet bien sûr. Mon grand-père qui m'a appris à maîtriser les éléments. J'ai appris enfant à allumer le feu, éteindre le feu, faire des radeaux pas sur la Loire, mais dans les bois autour, mais sans risquer de me noyer. Et puis j'ai aussi perçu justement dans les Mauges l'injustice et l'inégalité sociale qui a toujours après été un sujet important pour moi, puisque je suis allée chez c'est pas des grands-parents, mais enfin les grands-parents de mon cousin qui étaient métayers. Et j'avais 6-7 ans, et quand j'ai demandé vous voyez, dans les années 70, quand j'ai demandé à aller aux toilettes, on m'a dit mais il n'y a pas de toilettes, il faut aller dans l'étable. Et alors moi, je me suis dit, mais ils n'ont pas de toilettes, mais comment c'est possible? Et on m'a expliqué que les propriétaires de la ferme, qui étaient des riches marchands nantais, ne jugeaient pas utile d'installer la salle de bain et les toilettes. Et là, j'ai pris conscience des rapports sociaux, en fait. Je faisais déjà de la sociologie, géographie, sans savoir. Sans le savoir. Voilà. Je vais te laisser, du coup, répondre à cette première question sur comment on habite la Terre. Voilà, sur les différentes façons que toi tu as étudiées, que tu as formalisées de comment, enfin voilà, sur l'histoire de tout ça par rapport aux campagnes. Je te laisse la place ici. Ouais. Et donc, moi, je vais être maître du temps. Oui. On s'est donné des petits cadres, donc je te dirai à la moitié de ton temps. Oui, parce que moi, je peux partir. Voilà. Donc, en fait, la question comment on habite la Terre, ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est comment nous, on va habiter la Terre, comment nous, on a envie d'habiter la Terre. Et je pense que dans cette salle, ce soir, on est plutôt tous à se dire et maintenant, on fait quoi là comment on habite la Terre maintenant? En fait, c'est un peu ça la question qui nous intéresse. Et donc... là, on a tous conscience, je pense, maintenant qu'on est à un point A et on va vers un point B, mais le point B est une inconnue. On va dire, il y a 20 ans, on est d'accord, quand on faisait de la prospective, l'avenir était connu. Je veux dire, l'Occident dominait le monde, tout était organisé, stabilisé par des empires géopolitiques. Et donc, au fond, faire de la prospective, c'était apporter des réponses techniques à un futur connu. Bon. Et donc, c'était le monde des ingénieurs. Aujourd'hui, ça ne vous aura pas échappé, l'avenir est totalement incertain. On n'est plus du tout dans le même contexte. Et donc, aujourd'hui, faire de la prospective, c'est d'abord se poser les bonnes questions. Et donc, l'ingénieur ne peut pas répondre, n'est pas là pour poser les questions. Et donc, vous voyez, on change de façon de voir. Donc, nous allons d'un point A à un point B, mais le point B est une inconnue. Et donc, nous devons avancer vers l'incertitude, dans l'incertitude, et pour avancer avec sérénité, sécurité vers l'incertain, qu'est-ce qu'il nous faut ?
Eh bien, il nous faut mobiliser nos mémoires. À quoi sert la mémoire? Pourquoi est-ce qu'on a une mémoire? Eh bien, la mémoire sert à nous sécuriser, c'est-à-dire à nous appuyer sur une expérience connue pour avancer vers l'inconnu. Et donc, moi, ce que je propose, c'est que quand on se pose la question, mais maintenant, on fait quoi? Eh bien, je propose d'abord prendre du recul, un peu comme pour s'élancer, mais c'est surtout aussi parce que pour que ça ait du sens, vous voyez, le mot sens, c'est signification et direction. Mais pour qu'il y ait une direction, il faut qu'il y ait un point A puis un point B. Donc je vous propose de prendre un recul pour aller vers le futur. Et donc en prenant ce recul, eh bien, on va revenir sur nos mémoires. Je vais vous raconter notre histoire. Je vais faire un peu le conteur. Habiter la Terre. Ok, comment est-ce qu'on peut habiter la Terre? Eh bien, faisons le point, comment a-t-on habité la Terre? Alors, je vais raconter notre histoire humaine. Je parle d'Homo sapiens, vous et moi, des gens strictement identiques à vous et moi. La première façon qu'on a eue d'habiter la Terre, alors habiter la Terre, être au monde, c'est quoi? À preuve du contraire, c'est être incarné dans un corps. On a tous un corps, et ce corps est incarné donc sur la Terre. La Terre qui est un espace-temps. D'accord? Donc habiter la Terre, être au monde, c'est être incarné dans un espace-temps. Donc habiter le monde, c'est un rapport au corps, un rapport à l'espace et un rapport au temps. Et c'est ça que je vais essayer de vous raconter de façon assez rapide. Donc dans l'histoire humaine, la première façon d'habiter la Terre, c'est la façon des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. Et cette époque, moi je l'appelle l'ère sauvage, on pourrait dire l'ère native. Moi je l'appelle l'ère sauvage, ce n'est pas les humains qui sont sauvages, c'est la nature. Notre premier environnement de vie, c'est la nature sauvage. Nous sommes génétiquement sélectionnés pour vivre dans la nature sauvage. Le rapport au corps, eh bien, on pourrait dire que les chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, la première conscience de soi qui s'agite, c'est le ressenti physique. On pense d'abord avec ses tripes, parce que les chasseurs-cueilleurs vivent dans la nature sauvage et c'est maintenant ou pas maintenant. Première chose, le rapport au temps des chasseurs-cueilleurs, il est occasionnel. C'est maintenant que je cours, c'est maintenant que je tire à l'arc, ou alors c'est pas maintenant. Et si c'est pas maintenant, au fond, le temps n'a pas d'importance. Donc le temps est occasionnel, on est sur un ressenti physique, on pense d'abord avec ses tripes, et puis la perception de l'espace, les chasseurs, cueilleurs, pêcheurs sont en général, sauf grande exception, sont nomades. Donc l'espace est un cheminement, vous voyez ? On pourrait rajouter, il n'y a pas de révolution anthropologique sans révolution de la sexualité. On pourrait dire que si on regarde pour l'Europe, le paléolithique, visiblement, il y a une fascination pour le ventre ou le sexe des femmes qui semble être l'origine de la vie. Et pour ma part, je pense qu'on peut dire que l'ère sauvage est l'ère de la mer. Bon, ça c'est la première façon d'habiter le monde. Le monde est comme un terrain de chasse. Deuxième façon d'habiter la Terre, elle est marquée par une révolution. Cette révolution technique, vous allez voir, c'est des révolutions techniques qui nous font changer la façon de voir le monde. La première révolution technique qui va se passer, c'est l'invention de l'agriculture, c'est-à-dire la domestication des plantes et des animaux. Et cette domestication des plantes et des animaux va nous faire entrer dans une deuxième façon d'habiter la Terre, qui est donc l'ère paysanne, l'ère de la terre. Puisque on cultive la terre, eh bien, le rapport à l'espace change puisqu'on se sédentarise. Donc nous sommes sédentaires. Comme nous sommes sédentaires, on ne va pas voir le monde pareil. Et là, on va voir le monde, l'espace pour les paysans est un territoire. Il n'est pas très grand, mais il est intégralement maîtrisé et connu. Un territoire, c'est un espace qui est sous notre contrôle. Donc ça, c'est la façon de voir l'espace. Quelle est la façon de voir le temps ? Eh bien, dans toutes les sociétés paysannes,
le temps est circulaire, c'est une roue qui tourne, il correspond aux saisons, hein. Et donc il faut bien comprendre, c'est super important de comprendre ça, parce que qu'est-ce que le futur pour des paysans? Ça n'a rien à voir avec nous. Le futur pour un paysan, c'est l'éternel retour du passé. C'est-à-dire que le mois de mars de l'année prochaine, ça sera comme le mois de mars de cette année, tout va recommencer. Donc vous voyez que on va se sédentariser, c'est plus le même rapport à l'espace-temps et c'est plus le même rapport au monde, puisque on peut dire que pour les paysans, le monde est comme un potager. Ça va changer le rapport au corps. Puisque dans les sociétés paysannes, Emmanuel Todd, l'anthropologue, dit les sociétés paysannes sont des sociétés de foi. C'est l'homme qui croit en Dieu. Et qu'est-ce que l'homme ? Dans toutes les sociétés paysannes du monde entier, l'homme est une créature faite de terre, qu'on peut dire poussière, argile, qu'importe. L'homme est une créature faite de terre, qui est insufflé, vivifié par l'esprit, c'est l'homme qui croit en Dieu. Et on peut dire que le premier centre de la conscience qui s'active, c'est « je crois » au niveau de la poitrine. On peut dire aussi que d'un point de vue de la sexualité, la relation au corps, l'ère paysanne, c'est vraiment la semence qui semble porter la vie. Et donc, c'est vraiment l'ère du père, c'est la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui le patriarcat. Et donc, le monde est comme un potager et on va aménager tous les espaces, tout le territoire, depuis les polders de la Vendée jusqu'aux estives des Alpes. Tout est aménagé et donc les paysans vont vivre dans un deuxième environnement de vie. Le premier, c'était la nature sauvage. Là, on vit dans une nature domestiquée par les hommes. Et la nature domestiquée par l'homme, c'est... dans le vocabulaire commun, c'est la campagne. La campagne, qu'est-ce que c'est? La définition élémentaire de la campagne, c'est un environnement de vie domestiqué, c'est un environnement de vie de nature aménagé par l'homme. Les villes existent, mais ce sont des villes de l'homme à pied, elles sont extrêmement petites et elles ne concentrent pas plus de 4-5% de la population. D'accord ? Donc pour les paysans, le monde est comme un potager. Et donc, ce qui est important, c'est que ce soit fertile. Donc, ils vont passer l'essentiel de leur vie à maintenir la fertilité. Deuxièmement, il faut que ce soit durable parce que ça demande beaucoup de travail. Donc, ils aiment bien ce qui dure et donc ils aiment bien les produits de qualité. Les savoir-faire sont valorisés pour la qualité. L'agriculture, on a une grande diversité des paysages, tant agricoles qui varient selon les écosystèmes que architecturaux, puisque chacun va faire la maison avec les matériaux du coin. Et donc, on peut dire que l'aménagement, l'urbanisme est hyper démocratique, puisque chacun fait sa maison. Au mieux, entre l'habitant et la maison, il y a un maçon. C'est tout. Ça, c'est la société paysanne. Elle a fait la base du peuplement de la France et on peut dire que la Creuse est largement, dans sa structure de peuplement, un héritage de l'ère paysanne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette ère paysanne, elle a disparu. La culture paysanne, elle s'est effondrée. Elle a été acculturée par une nouvelle culture qui s'est installée. Et cette nouvelle culture, elle émane d'un groupe minoritaire de l'ère paysanne. Dans l'ère paysanne, il y a des paysans et des propriétaires fonciers qui ont le pouvoir économique et le pouvoir politique, l'aristocratie foncière. Là, on va passer avec la révolution industrielle dans une autre civilisation, dans une autre culture, un autre rapport au corps, à l'espace et au temps. Cette révolution, donc, c'est la révolution industrielle. La révolution industrielle, c'est la deuxième révolution du feu. C'est quand on transforme du feu en mouvement, c'est-à-dire par le biais des moteurs. Et donc, l'ère industrielle, c'est quoi? C'est la vie motorisée. Et cette vie motorisée, elle va produire deux choses. Premièrement, de la mobilité. Et deuxièmement, elle va nous offrir une énergie qu'on n'a jamais eue. Et donc, ça va complètement changer notre rapport à l'espace, au temps, et ça va donc changer notre vision du monde. Alors, on pourrait dire que avec la révolution industrielle, on rentre dans l'ère de la modernité, la culture moderne. Alors, qu'est-ce que la culture moderne? C'est donc la vie motorisée, donc puissance énergétique énorme,
La vie bourgeoise pour tous, puisque le groupe social qui va porter cette nouvelle culture, ce sont les bourgeois et qui ont donné naissance au capitalisme au moment de la colonisation. Et puis, c'est la philosophie des Lumières, c'est une philosophie humaniste. La philosophie humaniste va sortir Dieu du champ et mettre l'homme au centre. Et donc, on peut dire que la société moderne, c'est l'homme, comme dirait Emmanuel Todd dans un premier temps, c'est l'homme qui croit en l'homme. On va sortir Dieu du champ de la pensée, l'homme qui croit en l'homme. Donc, c'est la société matérialiste. Alors, quel est le rapport à l'espace, au temps, au corps, la sexualité, etc. Alors, rapport à l'espace. Nous étions des nomades, puis des sédentaires. Avec la révolution industrielle, nous sommes mobiles. Nous avons des points d'ancrage, le travail et puis l'habitat, mais on est mobile, on bouge. Donc, l'homme moderne bouge, il est mobile. Rapport au temps. Eh bien, avec la modernité, dans cette salle, nous sommes de culture moderne, nous sommes persuadés dans cette assemblée que le temps est une ligne. Puisque avec la révolution technique, finalement, nous avons l'impression que le passé ne peut rien nous apprendre, puisqu'il y a des évolutions technologiques permanentes. Donc, du passé, faisons table rase. La société moderne fait table rase du passé. Le passé n'a aucun intérêt. Le temps est une ligne de fuite et nous devons courir vers le futur qui sera toujours plus glorieux parce que avoir plus, c'est être mieux. C'est à la moitié. Donc, pardon ? La moitié. Oui. Donc, vous voyez cette relation. Alors, la relation au corps, qu'est-ce que c'est que la modernité ? La modernité, c'est la séparation entre la sexualité et la reproduction. C'est-à-dire qu'on va sortir de l'ère de la mère, du père, on va sortir du père et de la mère, et progressivement, on va séparer sexualité et reproduction. Et on pourrait dire que la modernité, c'est l'émergence des enfants dans l'histoire, puisqu'on a des enfants inexistants, enfin, qui étaient des petits adultes, à l'enfant roi actuel. Et puis c'est aussi une forme, c'est une société infantilisante. Je ne développe pas trop. Les sociétés modernes sont des sociétés coercitives pour l'individu. Elle infantilise. Donc nous sommes tous en uniforme, dans les enfants à l'école en uniforme noir, les hommes, les jeunes hommes en casernement militaire. On va d'abord enfermer les hommes, les faire marcher au pas, puis après on va mettre les femmes au pas aussi. On va les mettre à travailler à l'usine. Tout le monde obéit bien gentiment. Ça, c'est l'ère de la modernité. Et cette ère de la modernité, elle va donner un aménagement, c'est qu'on voit le monde comme une usine à produire et à travailler et à consommer. Et donc, on va faire du zonage. Le monde est une usine. Qu'est-ce que nous faisons là ? Le monde est une usine. Donc, on va avoir des zones de production, zones industrielles, des zones de consommation, zones commerciales, des zones de distraction, zones de loisirs, zones touristiques, des zones où on habite, zones résidentielles, et ce grand système territorial usine fonctionne par une courroie de distribution qui est donc la mobilité motorisée des voitures et des camions. Et donc, à quoi sert l'espace public dans les sociétés modernes ? Il sert à la mobilité motorisée. Tout le reste n'a pas à faire sur l'espace public. Il y a même, on ne veut pas d'immobilité dans l'espace public parce que le monde est une usine, il ne faut pas de feignants. Donc on va faire un urbanisme, si besoin, anti-SDF. Et donc, on va aussi avoir la modernité, le monde est une usine, il faut que ce soit propre. Alors, il faut goudronner, il faut que ce soit pratique. Donc, il faut que tout soit pratique, donc très ergonomique. Vous voyez, donc la voiture, elle dort à côté de vous dans la chambre parce que c'est plus pratique. On rentre, vous voyez, le drive, le truc, c'est pratique. C'est l'ergonomie qui prime, la beauté. Il n'y a pas de décoration parce qu'il faut que ce soit pas cher. Hein ? Donc, c'est propre, c'est pratique, c'est pas cher. Voilà un petit peu les dogmes de la société usine dans laquelle nous avons vécu depuis la Seconde Guerre mondiale. Banalisation des paysages. La modernité, c'est vraiment l'industrialisation de tout. Tout est industriel. Notre pensée est une pensée industrieuse. Donc tout y passe. Donc l'agriculture, il faut simplifier les process de production. La nature est trop compliquée, elle est trop complexe. Faisons simple. Donc si on peut faire de la monoculture, c'est le plus efficace de l'agriculture usine.
Donc les paysans ont disparu et à la place, on a quelques agriculteurs qui sont donc des producteurs de nourriture en contexte moderne. On va faire la même chose avec l'immobilier. Simplifions les process de production, donc grosso modo, il n'y a plus que 2 modèles de maison selon la pente du toit, assez plat au sud, assez pentu au nord. Mais tout le monde a à peu près la même maison. Il n'y a rien à voir. Et donc, vous voyez que la ville moderne, alors la modernité va générer un 3e environnement de vie. Ce 3e environnement de vie, c'est le monde artificiel, c'est-à-dire des mondes construits par les humains. Donc c'est la ville moderne, et la ville moderne, elle va s'installer autour des noyaux anciens. Pourquoi est-ce qu'on abandonne les noyaux anciens? Parce qu'ils ne sont ni propres, ni pratiques, ni pas chers à rénover. Donc on va les abandonner, on s'installe autour, et on a la ville mécanisée. Nous en sommes là, et il s'est passé une nouvelle révolution technique qui change notre rapport à tout ça. Cette révolution technique, c'est la révolution numérique. La révolution numérique, c'est l'invention d'Internet, 1990. Dans cette salle, beaucoup d'entre nous étions déjà là en 90, et on nous a présenté la révolution numérique comme une évolution technique parmi les autres. Et que donc nous allions rester dans l'ère de la modernité, exaltés par le numérique. Et tout le monde se disait, bah, bien sûr, ça va être comme ça. Mais en fait, on est en train de se rendre compte que la révolution numérique change notre rapport à l'espace-temps et donc au monde et notre vision du monde. Pourquoi ? Parce que le numérique, d'abord, supprime l'espace-temps puisque tout est partout en un clin d'œil, donc il n'y a plus d'espace-temps, et surtout parce que le numérique dématérialise. Or, la société moderne est une société matérialiste. Donc, on ne peut pas penser que la dématérialisation va avoir aucun impact sur une société qui est intégralement organisée pour la production de biens matériels. Et tout est organisé pour l'échange et la production de biens matériels. Et donc, la révolution numérique nous fait changer, et c'est à ça qu'il faut penser. Ça nous emmène vers quelle relation au corps? Vers quelle relation à l'espace? Alors, la question est d'autant plus difficile à régler que se polarisent 2 futurs. Quand on parle du monde d'après, tout le monde ne parle pas du même chose. En fait, il y a 2 futurs, 2 mondes d'après qui se polarisent. Alors, je vais parler de un puis de l'autre, mais prenez-le non pas comme une réflexion binaire l'un ou l'autre, mais prenez-le plutôt comme l'ouverture d'un éventail. Et cet éventail, ça serait notre champ de réflexion de ce soir. Révolution numérique, changement de relation à l'espace-temps. Il y a 2 récits. Le premier, c'est le récit hypermoderne. Le récit hypermoderne, c'est l'exaltation de la modernité par le numérique. Grâce au numérique, nous allons aller encore plus loin, encore plus fort, ça va être encore plus rentable, on va être plus puissant, c'est la version moderne XX+. Alors, ce récit-là, c'est un récit que moi j'appelle oligarchique et centralisé. D'où vient ce récit? Il n'y en a qu'un dans le monde. Il est centralisé, le récit hypermoderne, il n'y en a qu'un dans le monde, il est centralisé et il est oligarchique parce qu'il vient des pouvoirs. Il vient des pouvoirs de la modernité, qui sont des pouvoirs donc capitalistes, qui tentent de maintenir leur pouvoir dans la révolution numérique. Et donc, ces pouvoirs, ils nous proposent, ils veulent nous imposer un futur qui serait hyper moderne. Ce futur hyper moderne, il invente un 4e environnement de vie qui n'a jamais existé. On a connu la nature sauvage, la campagne, la ville moderne. Là, on irait vers un autre environnement de vie qui serait les mondes virtuels. C'est-à-dire que ce serait un espace-temps généré par l'humain. Et dans ce récit hyper moderne, le monde est, si je prends une métaphore, comme un ordinateur. Et l'homme, qu'est-ce que l'homme dans ce monde ordinateur? Eh bien, l'homme est un composant biotech de l'ordinateur. Et donc, l'homme est connecté via Internet aux objets qui l'entourent. Et donc, d'une certaine façon, dans le récit hyper moderne, l'homme se rapproche de l'objet. Alors, quelle est la relation à l'espace-temps et au corps? Alors, la relation à l'espace, eh bien, il y a une espèce de virtualisation de l'espace.
C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un exemple, on pourrait dire il peut y avoir on peut vivre dans un monde virtuel, mais la transition, c'est un peu la smart city, voyez, avec des villes où il pourrait y avoir des statuts qui n'existent pas, qui sont virtuels, mais on est déjà un peu dans un monde virtuel. Vous voyez, par exemple, quand vous prenez votre GPS et que ce GPS vous fait rentrer dans une rue en sens interdit, par exemple, et que vous vous en rendez pas compte. Vous êtes déjà dans un monde virtuel. Moi, j'ai vu des maires qui me racontent comment des camions de 35 tonnes restent coincés dans le milieu du village, alors qu'il y a 3 panneaux qui disent que non, il ne faut pas passer, mais le GPS a dit que. Bon, il y a déjà une forme de virtualisation de la réalité. Quelle est la relation au temps ? Eh bien, en fait, comme on perd le sens de l'espace et du temps, on perd la conscience de soi. Et on peut dire, comment est-ce qu'on reconnaît les hypermodernes ? Ils sont amnésiques. Ils sont amnésiques, ils n'ont aucune connaissance historique, ils ne savent rien de ce qui s'est passé dans les 10 ans, mais les 5 ans, voilà. Donc, amnésie, virtualisation de l'espace. On pourrait dire, et quelle est la relation au corps ? Vous voyez, les chasseurs-cueilleurs sont là, les paysans sont là, les modernes, c'est là, je pense, donc je suis. Les hypermodernes, ils sont là. En fait, c'est... comme dit le philosophe Hartmut Rosa, la société frénétique a un encéphalogramme plat parce que plus vous êtes frénétique, moins vous pouvez penser profondément. Donc c'est là, ça flotte, c'est un peu... Voilà. Donc ça, c'est le récit hypermoderne. On pourrait dire que si on va au bout de l'image, c'est le modèle à la chinoise. D'accord ? Et donc ce récit, vous voyez bien qu'il ne fait rêver personne parce qu'il pose des problèmes écologiques, de limite des ressources pour atteindre ce mode de vie. Et puis, on voit bien qu'il vit sur de la donnée numérique massive et donc du contrôle des populations très important. Donc, c'est un récit qui devient dystopique. Et donc, ce récit dystopique, répulsif, encourage les gens à décrocher de ce récit pour essayer de dire « mais le monde d'après, grâce au numérique, pourrait être très différent ». Alors, je vais juste aller, parce que je vois que Nicolas commence à s'agiter, très rapidement, comment on peut décrire. Donc, l'idée, en fait, je vais essayer de vous résumer la situation. Donc, il y a plein de gens qui décrochent. Il y a des courants écologiques, des courants paysans, néo-paysans, des courants altermondialistes. Il y a plein, enfin, je veux dire, le flux devient de plus en plus important. Il y a plein de courants. Le récit n'est pas, cette vision du futur n'est pas encore faite parce que c'est un récit qui est décentralisé et subalterne. C'est-à-dire, il vient des marges. Ça pousse de partout. Tout le monde a sa petite histoire, sa petite idée du futur, mais il n'y a pas un grand récit qui s'en dégage. Alors moi, je vais essayer de, simplement en quelques mots, pour moi, si on veut aller résumer sur la relation à l'espace-temps et la relation au corps. Ces courants-là voient le monde non pas comme un ordinateur, mais le monde comme un jardin. Ce monde jardin, qu'est-ce qu'on serait venu faire en tant qu'humain dans ce monde jardin ? Eh bien, dans ce monde jardin, on est venu faire l'expérience de la relation. La relation à quoi ? La relation aux objets, à la nature, aux autres, aux animaux, aux plantes, que sais-je ? La relation. On est venu faire l'expérience de la relation. Mais pourquoi ça sert à quoi ? Eh bien, par un effet de miroir, l'expérience de la relation nous renvoie l'information de qui on est. Par ma relation aux autres, je sais que j'existe et qui je suis par rapport aux autres. Et on peut donc dire que par cet effet de miroir, on prend conscience de soi. Et c'est pour ça que dans ces récits, il est beaucoup de questions de niveau de conscience, On peut dire que c'est l'homme conscient. L'hypermodernité, c'est l'homme qui ne croit plus en rien du tout, dit Emmanuel Todd. On peut dire que le récit de la transition, c'est l'homme conscient. Rapport à l'espace, l'espace est relation. L'espace sert être un lieu qui permet la relation parce que, justement, parce qu'il y a de l'espace, il y a une distance entre nous et nous ne sommes pas en fusion et donc il y a une altérité et donc il y a une relation. Relation au temps, pour les alternatifs, le temps est présence. Le temps est présence, au fond, il n'y a que ça qui compte, la présence, le présent. Relation au corps, je ne l'ai pas dit, les hypermodernes, puisque la modernité, c'est la séparation entre reproduction et sexualité, vous comprenez qu'aujourd'hui, notre société se pose la question du genre. Puisqu'on sépare l'homme du père et la femme de la mère, alors
qu'est-ce que c'est qu'un homme si c'est pas un père, et qu'est-ce que c'est qu'une femme si c'est pas une mère. Donc la question du genre. Les hypermodernes le règlent en disant le genre n'existe pas et la technique de toute façon peut nous libérer de tout ça. Et je peux changer. Dans le récit de la transition, c'est différent, c'est de dire, comment on peut reconnaître, c'est de dire le masculin et le féminin existent et moi je suis porteur des deux et je peux en moi l'équilibrer. Et enfin, en termes de pensée, eh bien, on peut dire que dans le récit de la transition, on est aussi quelque part par là, mais dans le récit de la transition, on partage plutôt l'idée que le cerveau n'est pas le siège de la conscience, mais c'est l'outil qui permet d'interagir avec la conscience qui ne serait pas particulièrement dans notre tête, on ne sait pas où elle est. Voilà, d'accord ? Donc, vous voyez, on a habité la Terre en chasseur, dans la nature sauvage. On a habité la Terre en paysan, essentiellement dans la campagne. On a habité la Terre en moderne productif, fabricant de biens matériels, en habitant dans des villes modernes périphériques. Et aujourd'hui, au fond, se pose la question de dire, mais comment vous voulez habiter la Terre et votre corps ? Et est-ce que vous voulez plus un monde ordinateur ? Alors là, pour les campagnes, il n'y a rien à en espérer, on en reparlera. Ou est-ce que vous voulez habiter la Terre, le monde est un jardin ? Dans un cas, si vous voyez le monde ordinateur, vous allez développer, moi je parle beaucoup d'urbanisme, un urbanisme du contrôle. Parce qu'un ordinateur, il faut que ce soit sous contrôle, sinon tout part en cacahuète. Donc, urbanisme du contrôle. Si vous dites, moi je pense que le monde est un jardin où on est venu faire l'expérience de la relation, alors là, on va commencer à réfléchir à un urbanisme de la relation. Voilà, alors le point B est inconnu, mais grosso modo, voilà un petit peu notre histoire. Et voilà un petit peu ce sur quoi on peut s'appuyer pour s'élancer vers l'inconnu avec un petit peu plus de sérénité. Et du coup, on va reprendre après la suite en allant vers une description de ce monde possible et ce désir possible. Voilà, alors moi, mon approche, vous voyez, elle est un petit peu conceptuelle parce que c'est un peu ma tâche. Je vais essayer tout à l'heure d'atterrir vers opérationnel en disant concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Après, moi, je n'ai pas la réponse. On doit la co-construire parce que le point B est une inconnue. Et moi, je vais vous faire un petit récit d'une relation finalement. Oui, tout à fait. Il y a quelques années, j'ai fait un collectage autour de femmes politiques, notamment au milieu rural, pas très loin d'ici, un spectacle qui s'appelle « Qui va garder les enfants ?» Et j'ai un petit extrait où il y a cette femme, mère, qui parle de... Et c'est de la relation, je crois. Alors, est-ce que c'est un peu cliché ou caricatural, ces paroles que je viens de dire là, d'après toi ? Alors, ton spectacle, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est ma petite scénette. Voilà, ta scénette, c'est tout à fait juste. Moi, j'ai l'impression que tu parlais de la maire de ma commune. J'ai même l'impression que tu connaissais l'ancien maire un peu dictateur. Oui, moi, je suis élue aussi de ma commune, c'est 1000 habitants, petite commune rurale. C'est très difficile, c'est très noble par les temps qui courent de vouloir être. C'est très chronophage. Ah, mais c'est un métier. Donc c'est très difficile. Ouais. J'ai beaucoup d'admiration pour les élus. Oui. Alors ce que tu racontes, c'est cliché, oui et non en fait. Mais tout ça, c'est un manque de. En fait, le fait, tu vois, pour être d'ici, il faut avoir son tombeau. Alors ça, c'est très simple. Dans la culture rurale, nous sommes des modernes. Ok. Dans la culture moderne, nous sommes des individualisés. Et donc, l'identification passe par l'individu. Pour savoir si vous êtes quelqu'un de bien, d'intéressant, etc., ou dans quelle structure sociale, dans quel niveau social vous êtes, on va vous demander, grosso modo, c'est quoi votre métier ? Comme ça, on voit à peu près votre niveau de revenu et puis votre diplôme, quoi. C'est ce qu'on vous demande, en fait, votre diplôme, puis votre revenu, votre métier. Puis on vous cale dans une catégorie socio-professionnelle. Dans les sociétés paysannes, c'est pas ça, en fait. Les sociétés paysannes, c'est une autre culture. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait. La France, elle s'est pas simplement modernisée. La société paysanne a été acculturée pour une nouvelle culture. Et dans la culture paysanne, c'est une autre façon d'identifier. On est dans une société, les cultures paysannes, c'est des cultures
culture communautaire. Il y a la communauté familiale, la communauté villageoise. Donc pour identifier la personne, tu es de telle famille, de tel village. C'est comme ça qu'on identifie et c'est pas individuel. C'est-à-dire qu'on va t'identifier dans ta famille. Si par exemple, on va te demander tu es de quelle famille, alors, et selon la réponse que tu donnes, on va te classer. Est-ce que tu es d'une famille, alors il y a deux choses qui intéressent les sociétés rurales. Ton niveau socio-économique, c'est quel est ton rapport à la terre? Est-ce que tu possèdes de la terre ou pas, etc. Donc, quel est ton rapport avec la terre de ta famille? Et puis, la deuxième chose très importante dans les sociétés rurales, de tout le monde entier, hein, c'est l'estime publique, ce qu'on appelle le sens de l'honneur. Et donc, ta famille, quel est ton niveau dans l'échelle de l'honneur? Et donc, c'est ça. Et donc, pour reconnaître l'individu, pour savoir s'il est bien, on a besoin de savoir sa famille et de son village pour qu'on le classe dans tout ça. Et c'est pourquoi on a besoin d'avoir ton arbre généalogique. Et comment il fait, par exemple, le gars qui a ses chiens qui aboient, il est là depuis 20 ans, mais il n'est pas d'ici. Comment ils font ces deux-là pour avoir une relation qui puisse marcher? Mais c'est là où les gens qui sont de culture paysanne, ils devraient avoir quand même la présence d'esprit de comprendre que les autres ne sont pas de culture paysanne et qu'à un moment donné, on en est sorti de la culture paysanne et qu'on peut juger de la qualité d'un être sur l'individu. Enfin, c'est ça qui est un petit peu dommage, tu vois. Mais je pense qu'il y a beaucoup de... Et alors, je dirais que d'un côté... Du côté des ruraux qui ont cette culture paysanne, le mieux c'est d'être biculturel. Moi j'estime être à la fois rural, j'ai la culture paysanne, j'en comprends les codes, les machins. Je sais de temps en temps aux anciens dire je suis la petite fille du père Joussaume de tel village, ça lui fait plaisir, il me case dans l'arbre généalogique communal. Mais donc d'un côté il faut que les ruraux soit biculturel, qui comprennent que bon, le voisin d'à côté, il n'est pas du village, on ne va pas attendre 3 générations pour savoir si il a droit à la parole. Et de l'autre côté, on pourrait dire que du côté des modernes, la modernité, il faut bien aussi avoir conscience que la culture moderne, on va dire la France s'est modernisée, ça a l'air gentil comme ça. Non, la modernité a acculturé la paysannerie. C'est-à-dire que on a fait la même chose aux Indiens d'Amérique et en même temps que ce qu'on a fait aux ruraux. Enfin, je veux dire, les ruraux, on leur a inoculé la honte des origines, la honte culturelle. C'est pas simplement un rapport de honte sociale dans je suis moins riche, c'est pas ça. On a inoculé la honte culturelle. On a ridiculisé leur façon de parler. On leur a interdit leur façon de parler, on l'a ridiculisé. Leur façon de s'habiller, leur façon de manger, leur façon de faire leur propre métier de paysan. On leur a inoculé la honte. C'est ultra violent. En fait, il faut comprendre en tant que moderne la violence de l'acculturation. Et donc, en fait, on peut pas. D'abord, on peut pas continuer à leur faire la leçon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir expliqué aux paysans qu'il fallait qu'ils deviennent des agriculteurs et qu'une fois qu'ils sont devenus des agriculteurs et qu'ils ont tout sacrifié pour faire partie de la modernité, ils ont tout sacrifié. Ils ont rompu avec l'héritage des parents en disant ce qu'ils disaient les parents c'était nul. Ils ont rompu avec les enfants, ils ont dit à leurs enfants fichez le camp. Eux-mêmes se sont endettés. Tout ça pour en arriver là et qu'un jour on vienne leur dire mais attendez, maintenant que vous êtes des agriculteurs, on va vous expliquer maintenant comment faire de l'agriculture paysanne. Mais vous rendez-vous compte de la violence que c'est. C'est ultra violent. Moi je dis toujours que cette blessure culturelle que l'on nie complètement. On dit la France s'est modernisée, c'est super, les 30 glorieuses, tout le monde est content, mais on oublie complètement ça. Et ça, tant qu'on va le mettre sous le tapis, vous voyez, il faudrait faire une psychothérapie collective. Je dis que moi, pour passer à autre chose, il va falloir reconnaître le sacrifice des paysans. Il y a un bouquin qui s'appelle « Le sacrifice des paysans, une catastrophe anthropologique ». Et donc, moi je le dis toujours dans ce bouquin-là, ils disent qu'est-ce qu'on appelle le développement en Occident? Qu'est-ce qu'on appelle le développement dans la société moderne? Ils disent le développement, c'est l'éradication des sociétés paysannes de la surface du globe. Donc, il faut qu'on se réveille de comprendre ça. Et je pense qu'il va falloir faire un acte de reconnaissance de
de la souffrance. De la même façon qu'on reconnaît l'acculturation des Indiens d'Amérique, eh bien, il y a quelque chose à reconnaître de l'acculturation de la paysannerie. Et donc, d'un côté, je pense que ceux qui sont de culture paysanne peuvent comprendre qu'on est passé à autre chose et puis qu'il y a des gens très bien qui n'ont pas leur tombeau dans la commune, mais qui sont très sympas. Et de l'autre, je pense qu'il y a des modernes qui prennent conscience de la violence que la modernité a fait subir aux paysans et qu'eux, ils incarnent. Et qu'il ne faut pas continuer ça. Justement, si on veut changer de disque, si on veut être dans une nouvelle culture, la modernité, elle fait table rase du passé. Et quand on fait table rase du passé, tout est passé, on fait table rase de tout. On supprime toutes les autres cultures en pensant qu'on est le nec plus ultra de l'humanité, qu'on a tout compris parce qu'on maîtrise la technique. On n'a pas plus compris que les autres, mais on croit qu'on a tout compris. Donc, on refuse les autres cultures. La modernité a détruit toutes les cultures paysannes, toutes les cultures de chasseurs-cueilleurs. Si on veut vraiment changer de disque, il faut changer ça. C'est-à-dire, il faut qu'on accepte l'altérité. C'est-à-dire que les gens qui sont de culture paysanne, que peut-être ils sont modernes et que les modernes, ce n'est pas de la faute des gens là, le passé tragique qu'on a pu vivre. Puis il faut comprendre que ceux qui sont modernes, avec leurs gros sabots, d'arriver à faire la leçon, ça suffit en fait. Ça suffit. La modernité, elle a détruit tous les environnements de vie en 100 ans. La terre, l'eau, l'air. À un moment donné, il faut avoir un peu l'humilité de dire, bon, peut-être que les cultures paysannes ont quelque chose à nous apprendre et avoir un peu d'humilité. Donc, psychothérapie collective. Alors, tu pourrais développer quelle utopie, toi, tu as imaginé, tu as pensé pour cette nouvelle vie, ce nouveau désir de vie dans les campagnes? Je vous laisse quelques minutes pour développer un peu. Oui. Oui, allez, je me mets debout. Vas-y. Alors, bon, moi, je n'ai pas toutes les réponses à toutes les questions que je pose. Je vous ai dit, faire de la prospective, c'est se poser les bonnes questions. Alors, vous l'avez compris, les campagnes ont été, dans l'ère paysanne, le centre de la culture, de la civilisation. C'est-à-dire que dans l'ère paysanne, quand nous étions des paysans, quand le but des sociétés c'était de produire et d'échanger des produits agricoles, et quand on voyait le monde comme un potager, la campagne était le centre du monde. C'était le centre démographique, il y avait 90% des populations qui habitaient dans la campagne. C'était le centre économique, c'est de la terre était l'outil de production et c'est de la terre que sortait la richesse des nations. Et puis, c'était le centre culturel, c'est-à-dire que tous les imaginaires, toutes les visions du monde, les représentations du monde, elles s'appuyaient sur la terre. Regardez, quand vous lisez les textes religieux de toutes les sociétés, eh bien, vous voyez que toutes les métaphores sont des métaphores de l'agriculture. Et c'est pour ça que dans les sociétés paysannes, tout le monde comprend quand on dit cet enfant c'est de la mauvaise graine, ou quand on dit la mort, la grande faucheuse. Tout le monde comprenait. Mais pensez qu'aujourd'hui, si vous dites ça à un enfant de 10 ans, la grande faucheuse, il va pas, la métaphore, il ne va pas du tout la maîtriser parce qu'il vit dans une autre culture. Et donc, la campagne qui était ce centre, avec la révolution industrielle et la modernité, elle s'est marginalisée puisque les centres de la culture moderne, ce sont les villes. Les villes sont les centres démographiques, ce sont les centres économiques et ce sont les centres culturels. C'est la ville qui va produire les nouveaux imaginaires et les métaphores. Et, vous voyez, avant on parlait des rumeurs, maintenant on parle de la légende urbaine. Vous voyez, et puis les métaphores, comme je vous ai dit, la grande faucheuse, plus personne ne sait de quoi on parle. Donc les campagnes qui étaient le centre sont devenues la marge. Bon. Alors, si on part sur un récit hyper moderne, si on va dans l'hypermodernité, la campagne restera la marge. Je crois que ça sera même peut-être pire parce que l'hypermodernité, la modernité, elle a détruit les paysans pour les remplacer par des agriculteurs. Je pense que l'hypermodernité va finir de détruire les paysans. Puisque l'hypermodernité, son rêve au fond, c'est de faire une alimentation qui n'a pas besoin d'agriculture. C'est-à-dire une alimentation non agricole. Par exemple, produire de la viande de laboratoire.
Même pour faire de la farine d'insectes, vous voyez, il n'y a pas besoin d'agriculteurs. Je veux dire, on peut faire ça dans les sous-sols des immeubles, etc. Donc, je pense que la campagne n'a rien à espérer du récit hyper moderne. On peut imaginer que les terres soient abandonnées ou alors rachetées par des grands groupes pour de l'agro-business. Donc, mais par contre, vous comprenez que si on va vers un récit de la transition, c'est-à-dire vers cette idée que le monde, on veut un monde comme un jardin, et au fond, le numérique peut nous aider à être en relation avec une nouvelle relation à l'espace, et bien là, les campagnes ont vraiment une carte à jouer. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la bataille des imaginaires, la bataille de l'imaginaire, c'est pour ça que j'aime beaucoup parler des récits d'imaginaire. L'imagination, c'est la première strate de la matérialisation. Et quand on parle, moi j'aime beaucoup le mot utopie, parce que utopie, ça veut dire topos, c'est le lieu, qui n'a pas. Donc utopie, ça veut dire qui n'a pas de lieu. Alors nous, on traduit ça, la plupart des gens disent, c'est un peu des chimères. Non, non. On pourrait dire, ça veut dire ce qui n'a pas encore été matérialisé, mais qui ne demande au fond qu'à atterrir dans la matière. C'est ça une utopie. Donc, la puissance de l'imaginaire, elle est très forte, parce qu'on a l'impression que c'est juste de l'imagination, mais non, ça a une puissance de matérialisation. Je vais vous prendre un exemple tout bête, que vous allez bien comprendre. Dans l'ère de la modernité, l'imaginaire collectif, pendant les 30 Glorieuses, c'était vraiment la vie moderne. Tout le monde avait envie, son rêve, c'était la vie moderne, avec des appareils, des machins, l'électroménager, la voiture, voilà. Donc cette vie moderne, eh bien, l'étalon de la vie moderne, c'était la ville. Et donc les élus, pendant les 30 Glorieuses, en fait, vont essayer, y compris dans l'espace rural, d'offrir des équipements de type urbain. Donc on va mettre des éclairages publics, des trottoirs, du mobilier urbain, etc. On va donner un côté urbain, c'est de l'équipement. Et en général, les élus, la première chose qu'ils pensent dans l'aménagement, c'est l'équipement, c'est la première chose. Mais, vous rappelez, dans les années 80, il y a eu la désindustrialisation de l'Occident. Et donc, cette désindustrialisation nous a fait muter notre imaginaire collectif. C'était plus produire et consommer, c'était consommer et se distraire. Et donc, le sociologue Jean Viard dit, à partir des années 90, on rentre dans l'imaginaire collectif du tourisme. On veut être comme en vacances, partout et tout le temps. Alors vous dites, bah oui, mais ça c'est un rêve, parce qu'en réalité on bosse. Oui, mais cet imaginaire, je veux vivre comme en vacances, je veux une maison de vacances. Eh bien, ça va impacter fondamentalement les maisons. D'abord, l'idéal, ça devient terrasse, barbecue, piscine. Donc c'est plus la vie moderne, c'est la vie en vacances. Donc déjà, dans les appartements, dans les immeubles, on va mettre des petits balcons. Et puis dans les maisons, on va mettre des baies vitrées. On veut être comme en vacances. Et puis dans le jardin, on va planter des palmiers et puis des oliviers, y compris chez moi à Nantes, là-bas. Et donc, oliviers partout. Et puis, on veut un marché de Provence. Alors, comment est-ce qu'on va transformer les supermarchés en marché de Provence? Alors, regardez comment on va mettre dans les galeries marchandes des palmiers, des bars avec des parasols. On va essayer de faire des petits magasins. Et puis regardez comment ça va impacter la jeunesse. Moi, je le raconte toujours, mes enfants sont nés dans cette période. Eh bien, mes enfants sont comme en vacances, partout et tout le temps. Et ils pensent d'abord à poser les vacances avant de chercher du travail. Donc, vous voyez comment cet imaginaire se matérialise. Alors maintenant, cet imaginaire de la transition, eh bien, vous voyez que dans les années 80, les gens, ils voulaient être comme la vie moderne, donc comme en ville. On va faire de l'équipement. Bon, très bien. On veut attirer des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, on veut produire, consommer, l'équipement. Dans les années 90-2000, le vent tourne. Puisqu'il n'y a plus d'industrie, là, on veut être comme en vacances partout et tout le temps. Alors là, on se dit, mince, comme en vacances. Bon, alors là, les élus veulent attirer des touristes. On veut attirer des touristes, et donc on va travailler sur le cadre de vie. Et c'est là où on va faire des coulées vertes, des trucs qui font vacances, cadre de vie récréatif. Donc, le modèle, l'étalon, ça va être les régions touristiques.
Donc les élus vont vouloir rendre touristique leur commune. Qualité du cadre de vie. Deuxième étage de la fusée, aménagement. Vous voyez, les équipements, la qualité du cadre de vie. Eh bien là, il faut qu'on pense à faire un troisième étage à la fusée. Parce que maintenant, les gens qui sont dans la transition, eux, ils veulent un autre monde. En fait, il y a le projet hyper moderne qui nous emmène vers une espèce de monde à la chinoise. Et les autres, ils veulent un autre monde. Alors, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent, en tout cas, ils ne veulent pas ça. Ils veulent un autre monde. Mais si vous avez des habitants qui arrivent dans la Creuse et qui disent « nous, on vient dans la Creuse parce qu'on veut un autre monde », ça, c'est un impensé politique. Il n'y a pas de modèle. Vous voyez, si on veut être comme en vacances, bon, on va copier le sud ou la côte. Mais si les gens veulent un autre monde, alors vous voyez que, par exemple, ces gens, leur idéal, je caricature, mais pour que vous compreniez. Je veux un autre monde, je ne veux pas du tout de ce monde à la chinoise, moi je rêve de vivre dans une cabane dans la forêt. On est d'accord qu'on ne va pas aller tous habiter dans une cabane dans les bois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il suffit qu'on rêve tous d'habiter comme dans une cabane dans les bois pour que ça métamorphose notre désir et la matérialisation, et ça va métamorphoser l'aménagement. Alors, vous comprenez que moi, j'invite vraiment les ruraux à prendre conscience qu'il y a une carte à jouer dans ce renversement des imaginaires, où finalement ces villes hyper modernes deviennent répulsives et que, par un retournement de situation de l'histoire, la campagne devienne tout d'un coup le lieu de la liberté. Je veux dire, en 1950, la liberté, c'était d'aller en ville. Tout d'un coup, 2020, la liberté, c'est plutôt d'habiter à la campagne. Alors vous comprenez que si à l'entrée de vos bourgs et de vos petites villes, c'est marqué « voisins vigilants, ville sous vidéo-verbalisation », les gens qui veulent un autre monde, ils vont se dire c'est peut-être pas là qu'on voulait venir, parce que là, on est dans l'urbanisme du contrôle. Mais, et donc, comment est-ce qu'on peut se dire, voilà, ils veulent un autre monde, ils veulent quoi? Alors, en quelques mots, revenons aux bases. Ils veulent quoi? On ne sait pas, c'est compliqué. Alors, on va revenir aux bases. Et la base des bases, c'est les besoins humains fondamentaux. Les besoins humains fondamentaux, vous connaissez tous, je pense, la pyramide de Maslow. Cette pyramide de Maslow, elle a été faite en 1943 et elle a été revue et corrigée en 2010. Alors, il n'y a pas 5 besoins, il y en a 7. Et ils ne sont pas pyramidaux, ils sont concomitants, c'est-à-dire qu'ils sont tous ensemble. Il n'y a pas une pyramide des besoins. Alors, je vais vous les nommer, c'est très simple, mais bon, je vais aller très rapidement. On a d'abord des besoins physiologiques, boire, manger, dormir, faire ses besoins. C'est-à-dire que ça, on a besoin de maintenir naturellement notre équilibre vital. On a besoin de se maintenir en bonne santé. Okay? Ensuite, on a des besoins de protection de toutes ordres pour éviter toutes les violences. Ensuite, on a besoin d'être aimé, parce qu'on n'a pas envie d'être abandonné. Ensuite, on a besoin d'être unique, d'être reconnu comme unique. On n'a pas envie d'être jeté, ou un numéro. Ensuite, on a des besoins de rencontre, ça paraît évident. On a des besoins de continuité, on n'a pas envie de perdre. Alors, quand je dis ça, on dit, bon, la continuité, un besoin humain fondamental. Oui, tous les psys, je veux dire, tous les gens qui vont chez le psy, c'est qu'ils ont perdu quelque chose. Et c'est souvent quand on perd quelque chose, quand il n'y a pas de continuité, qu'on va avoir un doute. Donc c'est un besoin très important, la continuité. Garder son cadre de vie, son partenaire, etc., son travail. Et enfin, on a des besoins de postérité. Ces besoins de postérité, ça peut être très physique, par la parenté. Ça peut être très spirituel, le besoin d'éternité. Voilà, mon âme, je me projette au-delà de moi-même. Et puis, ce qui nous intéresse socialement, collectivement, c'est au milieu, le besoin d'immortalité, c'est qu'on a besoin que notre passage sur Terre ait du sens, qu'on en laisse trace, que ce ne soit pas vain. D'accord? Eh bien, moi, je vous propose que, vous voyez, la modernité, elle a essayé de satisfaire les besoins humains fondamentaux dans une dimension matérielle. Avoir beaucoup à manger, avoir beaucoup de protection de collective, etc. Beaucoup, bon, c'était plutôt, on va dire,
dans la quantité. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, l'hypermodernité ne satisfait plus aucun besoin humain fondamental. Plutôt que d'en avoir 7, je vous les regroupe en 3. On a des besoins de protection, d'accord? C'est facile à retenir. Protection, on a besoin d'avoir de la vitalité, maintenir notre vitalité, d'être protégé. On a des besoins de relation. On a besoin d'être en relation avec les autres, mais pas des relations, pas du business, des relations, des vraies relations humaines, de cœur. Et enfin, donc ça, c'est des besoins d'authenticité, hein, des choses qui ne sont pas marchandes. Et puis enfin, on a un besoin de sens. On a besoin de sens. Et le sens, d'une certaine façon, c'est la beauté. La beauté, c'est quoi? C'est l'émerveillement face à la vie. De dire, waouh, ça valait le coup, c'est beau, quoi. D'accord? Donc, protection, relation, sens. Moi, je crois que les territoires qui, demain, sauront offrir, en plus des équipements, en plus de la qualité du cadre de vie, sauront offrir la satisfaction des besoins humains fondamentaux en apportant de la protection, de la relation et du sens, seront les territoires désirables de demain. Donc ça veut dire quoi, protection? Protéger les corps. Révolution écologique. Je ne dis pas écologiste. Hein. Moi, je ne suis pas pour l'écologie urbaine, je suis pour une écologie ancrée. Je pense que les ruraux doivent défendre et inventer ce qu'on appelle une écologie ancrée. On en reparlera si on veut ou pas. D'accord? Donc, révolution écologique, c'est-à-dire, est-ce que ce que je mange est sain? Ce que je bois est sain? Ce que je respire? Les environnements électromagnétiques, les environnements sociaux, parce que si tout le monde est en dépression, on est d'accord, l'environnement n'est pas sain. Donc tout ça, révolution générale, protection des corps. Protection des cerveaux. Protection des cerveaux. L'hypermodernité, je vous l'ai dit tout à l'heure, la société frénétique est une société mentalement figée. On ne pense plus à rien. C'est-à-dire que être humain, c'est avoir un corps qui est incarné dans l'espace et dans le temps. Si on perd le sens de l'espace, et si on perd le sens du temps, on perd le sens de notre propre existence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir profondément. Donc on est agité du bocal et on vit machinalement. En fait, l'hypermodernité nous transforme en zombies. Les attaques de zombies, qu'est-ce que c'est qu'un zombie? C'est un être humain, ça a l'air d'être un être humain, mais il a une vie machinale. Il n'a pas de recul, il ne peut pas réfléchir à ce qu'il est en train de faire. C'est la raison pour laquelle la société hypermoderne avance vers l'effondrement et va sauter dans le ravin sans broncher. Et la société hypermoderne ne réfléchit plus à rien, elle n'a plus aucune idée. La seule chose qu'elle sait faire pour croire qu'elle fait quelque chose, c'est de la bureaucratie. Donc c'est des réunions qui n'ont d'autre but que de structurer, l'organiser le système général, des réunions qui servent à rien, des rapports qui n'ont aucun apport, tout est creux, on brasse beaucoup de papier, beaucoup d'air, mais ça n'avance pas. Donc qu'est-ce que j'en étais? Protéger les cerveaux, d'accord? Donc protéger les cerveaux, réenracinement dans l'espace et le temps. Je n'ai pas de solution, mais préserver la diversité des lieux, intégrer la question du patrimoine, la relation aussi aux saisons, enfin l'espace rural peut vraiment permettre de se re-ancrer dans le temps et l'espace. Bon, donc protection des corps, protection des cerveaux. Deuxièmement, la relation. Un urbanisme de la relation et pas un urbanisme du contrôle. L'urbanisme du contrôle, il est rampant dans notre société, il se met partout. Alors, vous allez mettre des panneaux communes sous vidéosurveillance, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, vous voyez, pourvu qu'il ne nous arrive rien. Mais il ne se passe rien. Je veux dire, vous voyez, prenez conscience du but, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui pourraient peut-être se régler différemment par plus de relations. Donc, mais l'urbanisme du contrôle, c'est aussi, vous voyez, quand vous aménagez une place, vous rénovez la place du village, alors il faut penser à tout, alors tout est pensé. Hein. Alors on passe là, les vélos, là, les trottinettes, là, on se gare pas, là, voilà, là, c'est bon.
Alors, il y a des plots métalliques partout, tout est planifié, là, tout est sous contrôle. Mais pareil, j'ai un ami artiste qui fait beaucoup du théâtre de rue, vous voyez? Et lui, il dit, mais il y a 30 ans, on avait un petit chapiteau, un projet de déambulation, on arrivait, on s'installait sur l'ancien foirail, on allait voir le maire ou les gendarmes, on disait, voilà, nous sommes là 5 jours. Mais il dit, mais maintenant, c'est pas possible, parce que non seulement il y a des plots partout, donc il n'y a plus de place publique, mais en plus, si tu n'as pas rempli les papiers de demande de ceci, cela à 6 mois à l'avance, c'est même pas la peine d'y penser. C'est ça aussi l'urbanisme du contrôle, il n'y a pas besoin non plus d'être à Shanghai pour voir comment ça contamine les esprits. Vouloir tout contrôler, de penser à tout avant. On ne sait pas de quoi, on va vers un point B qui est une inconnue, on ne peut pas penser avant. Donc, favorisez plutôt un espace de la relation, l'espace public. À quoi servira l'espace public demain dans votre commune? Pensez relation. Et il y a un philosophe qui s'appelle Michel Maffezoli qui dit à quoi devra servir l'espace public demain? Eh bien, à construire du nous. Parce que c'est ça le problème. La modernité nous étions comme dans les sociétés paysannes, on vit en communauté. On danse, c'est toujours collectif, les danses sont toujours collectives, c'est toujours du collectif. La modernité nous a débité en pavé, individuel. On est individualisé, c'est bien. L'enjeu maintenant, c'est de construire des communautés d'individus. Comment est-ce qu'on refait une maison commune avec des pavés? La communauté d'individus, c'est quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire. Il y a eu des communautés, il y a eu des individus. Comment est-ce qu'on fait de la communauté d'individus? L'enjeu de l'urbanisme relationnel, c'est de construire du nous dans l'espace public. Et Michel Maffezoli dit, le nous, la construction du nous, ça passe par le jeu, la fête et le rêve. Et Valérie, comment le temps avance? Oui, et puis alors, la troisième. La relation, voilà. Et la troisième. Et puis le sens, donner du sens. Alors ça, moi, je n'ai pas toutes les réponses. Donner du sens. Alors comme je vous l'ai dit, le sens, pour qu'il y ait du sens, il faut qu'il y ait une direction. Pour qu'il y ait signification, il faut qu'il y ait direction. Pour qu'il y ait direction, il faut qu'il y ait du temps. Alors, donner du sens, c'est par exemple redonner direction. Donc, penser aux générations futures, moi je dis toujours, penser aux générations futures, c'est super, pensez aussi aux générations passées. Pensez aux générations passées. Pour ça que je dis parfois la question du prendre soin, il y a une dame qui dit il faut prendre soin des morts. Ce qu'on ne sait pas faire dans notre société, on occulte, voyez. Donc comment on peut sortir de ça? Donner du sens, c'est aussi comment est-ce qu'on permet une créativité habitante. Vous voyez, la modernité a transformé l'habitant en consommateur. Ne vous occupez de rien, la commune va faire. Ne vous occupez pas une mini-crèche, non, nous on va prendre en charge. On va municipaliser le truc. Puis une fois qu'on a tout municipalisé et qu'il n'y a plus d'argent, eh ben, on est désespéré de ne pas avoir des citoyens qui sont engagés. Mais ça va être tout un travail à refaire. C'est tout un travail à refaire. Et donc là, on peut mobiliser les mémoires paysannes du nous. Même si ça ne va pas être le même nous, ça ne va pas être un nous communautaire, ça va être un nous d'individu. Ça, c'est à construire. Donner du sens, la jeunesse demande du sens. Moi, je n'ai pas toutes les réponses, il faut le construire, le truc, c'est énorme. Mais voyez un petit peu, donc, protéger, relier, donner du sens. Je pense que les territoires qui sauront faire ça demain seront des territoires désirables. Tiens, je vais te demander de rester ici. J'ai noté un petit peu tout à l'heure, quand on s'est vu, tous ces mots qui... Je sais qu'il y a des élus dans la salle, il y en a toujours. Il y en a ou pas? Voilà. J'ai noté tous les mots qu'on peut employer, qui peuvent aller dans plusieurs sens, technocratiques, ou qui peuvent être utilisés par toi, mais à qui on peut donner un sens creux ou un sens profond. Je les ai notés, on va faire le petit jeu de Franck Lepage, tu sais. Alors, elle ne connaît pas les mots, Valérie. Donc, vous savez, je vais lui donner des mots qu'elle va découvrir, elle va me raconter une histoire, me fabriquer un récit qu'elle pourrait faire. Je vais parler des élus, parce que si jamais vous avez besoin d'un coup de main, on peut vous aider. Mais comment vous pouvez, comment souvent les récits sont fabriqués avec des mots qui sont de sens.
Je te les montre et puis je te Tu les les déballe. défiles au fur et à mesure? Voilà, bon, d'accord. Alors, vas-y. Je vais faire comme si j'étais le maire de la commune. On fait comme ça? Alors, chers concitoyens, vous le savez, nous vivons une époque de transition. Et cette transition n'est pas simplement une transition écologique vers le bio ou une transition énergétique. Ce n'est pas simplement rester dans notre image de France périphérique habillée d'un gilet jaune. Il est temps de transformer nos gilets jaunes en gilets de lumière pour inventer un monde alternatif, un autre monde. Profitons de la société numérique pour inventer quelque chose de différent. Ne laissons pas la place simplement aux zadistes qui peuvent vivre en communauté un peu close, mais aménageons nos territoires pour inventer un futur désirable pour tous. Libérons-nous des clichés urbains. Revalorisons nos mémoires paysannes pour créer une ruralité nouvelle, inconnue, une ruralité bohème. Repensons complètement nos mobilités, que nos mobilités soient d'abord mentales, émotionnelles, rénovons nos territoires, soyons fiers de notre passé de plouc pour inventer un futur désirable pour tous. Je vais peut-être me lancer plus dans la politique finalement.